vous représente quand même. Vous êtes généticienne, spécialiste de l'ARN, ancien directeur de recherche à l'INSERM, fondatrice de l'Institut Simplissima et également membre du comité éthique Île-de-France. S'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé par soigner par l'ARN, et surtout qui n'est pas réfractaire à utiliser l'ARN. Non, sinon je ferais autre chose. Hein. En revanche, parce que je connais l'ARN, parce que je connais tout toute cette littérature, tout le potentiel, l'administrer à des individus sains me paraît effectivement de l'ordre de la folie. On avait avancé sur des thérapies à base de VEGF en ARN, on n'a pas abouti, pas encore. Donc vous voyez que si on n'y arrive même pas encore sur les malades, alors le mettre en œuvre sur une population saine, c'est pour cela que je dis que c'est de la folie. C'est pas de la folie dans l'absolu, c'est de la folie dans le cas, dans les circonstances actuelles de dizaines d'années de développement, de connaissances qui s'accumulent. Pour pas perdre les gens, on va utiliser le mot vaccin. À ce moment-là, c'est un vaccin génique expérimental. Mais il est très important de garder bien le mot génique, parce que sinon on est en train de tromper la personne. Le but étant de vous injecter une information génétique dans votre corps. Et ça doit être clair pour les gens. C'est-à-dire que, vous savez, on a fait des tomates OGM. La tomate OGM, j'injecte une information génétique dans la tomate. Je vais donc vous injecter une information génétique. Elle n'est pas de vous, elle n'est pas humaine, elle est d'un virus. Je vous demande donc de vous mettre à produire une protéine de virus. Nous sommes dans l'expérimentation la plus totale, puisqu'effectivement, nous ne connaissons pas, comme vous le dites, tous les effets qu'il pourrait y avoir alors à court, moyen et long terme d'une telle expérimentation. Alors, sur ce plan, justement, il y a quelque chose qui devrait nous rassurer, en tous les cas, c'est la pharmacovigilance. La pharmacovigilance que la France a mise en œuvre ? En théorie. Normalement, sont répertoriés tous les effets secondaires suite à la vaccination, comme suite d'ailleurs à l'administration d'autres médicaments, il me semble. Oui. Eh bien, écoutez, cette pharmacovigilance, elle pose un vrai problème. C'est qu'en France, elle a été dessinée pour ne rapporter que les cas qui n'étaient pas précédemment listés dans ce qui pouvait advenir d'effets secondaires adverses ou d'événements adverses dans le protocole de Pfizer. Donc, là, pour être précis, si vous me permettez, je vais citer la phrase. C'est sur le site de la NSM, donc sur la pharmacovigilance, enquête de pharmacovigilance et comité de suivi. Au paragraphe objectif et méthodologie, c'est la première phrase. L'objectif du suivi de pharmacovigilance est de détecter des effets indésirables, nouveaux et ou graves, non identifiés dans les essais cliniques. Voilà. Donc là, c'est dite, parce que je pense que quand même... Et le lien est en dessous, évidemment. Voilà, alors j'espère qu'ils ont mis du coup en place ce que je n'ai pas trouvé comme information, une dimension sur la pharmacocinétique qui n'était pas étudiée, sur la pharmacodynamique, sur les effets génotoxiques, donc toxiques sur votre génome, sur votre ADN, parce que tous ces aspects-là n'avaient pas été évalués dans le protocole. Mais ça, vous voyez, je ne sais pas. Mais globalement, quand même, on est bien d'accord que du coup, ils ont quand même restreint le champ alors ils pourront effectivement clamer haut et fort à la population française en disant notre pharmacovigilance n'a rien détecté. Oui, c'est sûr, elle n'a rien détecté parce qu'elle n'a pas détecté les 2,7% qui se retrouvent parfaitement incapables de travailler et d'avoir leur activité quotidienne. 2,7%, c'est quand même beaucoup. C'est dans l'essai Pfizer, c'est ce qui est rapporté dans l'essai Pfizer. Alors c'est le CDC qui a rapporté sur l'effet sur le vaccin Pfizer, 2,7%, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un risque de la Covid, de se retrouver, je cite, incapable d'effectuer des activités quotidiennes normales, incapable de travailler. Sur une population, sur une nation qui déjà va pas bien au niveau de sa capacité de production de travail, prendre un tel risque, c'est incroyable. Alors évidemment ça, vous n'en entendrez pas parler en France, c'est la bonne nouvelle, puisqu'ils sont déjà répertoriés. Donc voilà, ça... Alors il y a peut-être un petit détail qui va dans le sens de tout ce qu'on vient d'expliquer. J'ai reçu il y a quelques semaines Maître Divisio, l'avocat Didier Raoult notamment. Il nous expliquait avoir déposé une plainte parce qu'il considérait que administrer les vaccins aux personnes âgées de plus de 75 ans étaient les considérer comme des cobayes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ça c'est... Alors j'imagine que oui, parce que on est dans le décès clinique. On le retrouve même dans les rapports de l'Assemblée nationale qui vous expriment très clairement que l'efficacité du vaccin Pfizer n'a pas été évaluée dans la population des plus de 75 ans. Donc à partir de là, tout vaccin administré à un sujet de plus de 75 ans, effectivement, on est dans du cobaye, ni plus ni moins, puisqu'on ne sait même pas quelle pourrait être l'efficacité. Alors des collègues vont pouvoir s'époumoner en disant mais on imagine que, on peut inférer que, mais enfin les imaginations et les estimations, ça me semble problématique, surtout sur des sociétés qui ne sont pas des enfants de cœur.
quand vous avez été condamné à 2,3 milliards d'amendes et de dommages et intérêts, sous prétexte que vous avez une communication en marketing frauduleux sur 13 médicaments, on peut quand même raisonnablement se dire que c'est important de dire que si eux, ils n'ont pas testé l'efficacité sur les plus de 75 ans, il faudrait être très très prudent et c'est tout. Mais indépendamment des plus de 75 ans, comme je vous l'ai expliqué, comme de toute façon l'essai est en cours, de toute façon les autres aussi sont des cobayes. Mais en tout cas, ils sont des cobayes avec un tout petit peu de données chiffrées. Plus de visibilité, dirons. Alors, une visibilité modérée, parce que c'est 95% qui produisent de l'anticorps, mais sans qu'on sache si c'est de l'anticorps facilitant ou neutralisant. Donc sans savoir si vous allez augmenter vos chances d'avoir une forme aggravée de la maladie, donc une forme sévère. Alexandra Orion-Coude, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez le sentiment, déjà, et oui, on est déjà à plus de 50 minutes. Je pense que je vais revenir alors, parce que j'ai rien dit de tout ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez le sentiment de vous battre seul? Alors ça rejoint un peu le début de cette émission. Vous disiez que vous aviez finalement une communauté scientifique foisonnante autour de vous, mais comment expliquez-vous que pas davantage de scientifiques montent au créneau? Il faut du courage pour y aller quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il faut alors, ils sont tous là, on est tous là, c'est-à-dire on est plus de 30 000 médecins quand même, hein, c'est pas rien, on est 100 000 citoyens, donc je veux dire, c'est vertigineux, hein, on n'a jamais rassemblé, on est au niveau international avec la déclaration du Great Barrington dans des chiffres de pareil, hein, de plusieurs dizaines de milliers, ce qui n'a, sur le plan scientifique, à ma connaissance, n'a jamais été un rassemblement aussi important. En revanche, ceux qui l'ouvrent sont peu nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y a la censure. Je veux dire quand même, moi, mes vidéos YouTube en 2h30, elles ont été censurées, mon compte Facebook a été supprimé, mon post sur LinkedIn a été supprimé, un post uniquement, bon ça va, donc on voit bien qu'il n'y a pas que Trump qui se fait censurer, il y a aussi une parole scientifique qui se fait censurer. Donc ça c'est le premier aspect. La deuxième, il y a quand même une dimension de courage, c'est qu'effectivement il faut accepter de s'en prendre plein la tête. Et alors moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, j'aime bien ça. Oui, mais en fait, je vais vous dire, je ne fanfaronne pas et je ne fais pas là du défi. Mais j'ai la chance, et ce n'est pas le cas peut-être de tous mes collègues scientifiques, que 100% de mes travaux scientifiques, c'est-à-dire 100% de mes articles scientifiques, soient régulièrement cités, c'est-à-dire que tous mes articles ont servi à quelque chose et qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y en ait au moins un qui soit cité tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma contribution scientifique, elle est là, elle est réelle et personne, on peut avoir des tas d'avis sur le fait que j'ai un cheveu là ou pas un cheveu là, que j'ai une foi que je trouve ça incroyable que des collègues aient osé l'ouvrir sur ma foi, alors que c'est évidemment quelque chose qui me semble personnel. Si j'avais eu besoin de faire un coming out sur le sujet, je n'avais pas besoin de mes anciens collègues. Donc vous voyez, là il y a quand même un discrédit qui est apporté à la parole qui est proprement scandaleux. Moi, je ne les critique pas. D'abord, j'ai beaucoup d'amour et d'affection pour eux, véritablement, et je la conserve. Je trouve qu'on peut ne pas être d'accord, mais ne pas être capable de débattre, c'est-à-dire ne pas accepter la confrontation, c'est déjà une fuite. C'est que déjà vous vous sentez faible. L'autre aspect, c'est qu'on nous a collé on me colle des étiquettes. Alors c'est ce mot que je ne refuse de prononcer. Alors, ça peut être anti-vaccin, ça peut être. Mais voyez, on vous colle une étiquette pour vous neutraliser. Eh bien, ce n'est pas une façon de faire, parce que moi, je vous dis, en tout cas, au niveau scientifique, mes travaux servent et continueront à servir, j'espère, de longues années. Donc voilà, j'alerte quand même sur le problème de la loi de bioéthique qui est quand même très, 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 très grave, parce que les parlementaires et les sénateurs, les parlementaires ne sont pas informés, ont ce même narratif, et donc il faut impérativement qu'ils se renseignent. J'ai eu la chance d'être auditionnée par la commission des affaires sociales du Sénat, et effectivement ils découvraient beaucoup de choses, parce qu'à force que personne ne parle et personne ne dise que, par exemple, grande découverte, et je vous fais ce dernier cadeau, qui est que lorsque vous respirez, vous avez une concentration alors c'est une étude, ça mérite d'être conforté dans la suite, mais quand même c'est suffisamment intéressant. Lorsque vous respirez et que vous avez été vacciné contre la grippe, vous rejetez 6 fois plus de particules virales dans votre respiration. Donc ceux qui disent je me vaccine pour protéger la population, je les alerte sur le communiqué de presse de l'Académie de médecine qui dit clairement que ça risque de provoquer l'émergence de nouveaux variants.
Et est-ce que c'est pas ça qu'on a vu en Afrique du Sud, en Angleterre et finalement dans tous les pays qui ont vacciné, et à chaque fois on a le mot variant qui apparaît en même temps. C'est l'Académie de médecine, je me mets derrière. Vous posez la question en tout cas. Je pose la question. Et le deuxième aspect, c'est effectivement cette étude avec ces particules sur la grippe. Mais effectivement, les mécanismes viraux sont quand même souvent comparables. Donc voilà, on a vu une crise où on a eu un déni des institutions et de leurs acquis. Le Sénat avait tout écrit dans leur rapport H1N1, avait tout analysé, tout décortiqué, ces problèmes de vaccins, de politique, de laboratoire, etc. Je ne comprends pas pourquoi on n'en a pas tenu compte. Il y a un déni d'expertise. Monsieur Raoult, l'IHU de Marseille et tous mes collègues scientifiques qui ne sont pas écoutés. Et il y a eu un déni du soin. Et ça, c'est très grave. Il y a des traitements possibles pour la Covid-19. Il y en a maintenant plusieurs. Avant, on n'en a parlé que d'un, hydroxychloroquine. En fait, il y a le duo macrolide-zinc, c'est-à-dire antibiotiques Zitromax, zinc, plus ou moins hydroxychloroquine, donc duo ou trio. Il y a l'ivermectine et il y a aussi plein d'autres solutions qui ont moins pignon sur rue et qui ont fait l'objet de moins d'études. L'ivermectine, c'est quoi? C'est un antiparasitaire. En une dose, vous carchérisez l'affaire. C'est quand même très très intéressant. Non mais donc voilà, donc des solutions, des traitements, ils sont là. Hein, donc, et c'est des molécules qu'on connaît depuis vraiment bien longtemps. Il y a aussi le clofoctol, qui était un suppositoire qu'on administrait même aux enfants, mais qui a été retiré du marché, et pourtant l'Institut Pasteur de Lille dit mais c'est extraordinaire, donc pareil, il faut à se demander pourquoi on ne le met pas en œuvre. Voilà, donc des solutions, il y en a. La vaccination, je le répète, a un certain nombre de problèmes. L'ARN peut devenir ADN, l'ADN peut s'intégrer au génome. Et ça, c'est... Comment je le sais ? Eh bien, comment je sais que Pfizer sait qu'il y a un risque? C'est qu'ils ont traité les patients HIV à part. Qu'est-ce qu'ont les patients HIV? Ils sont immunodéprimés, vous allez me dire. Oui, ils sont aussi porteurs d'un rétrovirus qui donne la reverse transcriptase. Et cette reverse transcriptase, elle est capable de transformer l'ARN en ADN et donc avoir un risque d'intégration. Donc on nous explique que c'est impossible, hein, que ce renversement... On nous explique, et alors là j'étais stupéfaite parce que des anciens collègues de l'Institut Imagine de Necker répondent dans le même interview de France Info, où ils disent voilà, c'est pas possible, mais ils parlent quand même des patients HIV, c'est-à-dire qu'ils savent que certaines personnes peuvent avoir du virus. Et alors, ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est qu'on peut aussi avoir des virus qui ne sont pas des HIV, qui sont des virus silencieux, des spumavirus, et qui peuvent vous donner la reverse transcriptase. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, si vous avez le spumavirus? Je ne sais pas, parce qu'il est silencieux, il ne donne pas de symptômes. Donc on ne sait pas. Donc en fait, prodigieusement, il faut dire qu'on ne sait pas, et que si jamais il n'y avait vraiment aucun risque de transmission à la descendance, alors pourquoi il y a des pages entières du protocole de Pfizer qui sont dédiées au fait qu'il est très très important d'être sous contraceptif ou d'avoir des rapports protégés ou même d'être passé par la vasectomie pour les hommes dans le protocole de Pfizer. C'est-à-dire que très clairement, ils expriment dans leur protocole qu'il ne faut pas être en risque de tomber enceinte ou que ce soit homme ou femme. C'est pas banal. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer si ce n'est qu'il y a un risque de transmission aux générations suivantes?